Donc voilà, merci beaucoup à toutes les deux. C'était à la fois très différent et tout très passionnant des deux côtés. Donc je pense que vous avez peut-être des questions. Il y a Vincent là-haut qui a une question. Oui, bonjour, merci pour ces exposés effectivement très riches et passionnants. Donc j'avais deux questions pour Clarisse. Alors l'une portait sur la hiérarchisation finalement des choix qui sont faits dans le choix des documents en fait. Parce qu'on pourrait avoir tendance à tout capter, tout récupérer, tout annoter. Qui fait le choix? Est-ce qu'il n'y a pas des protocoles à l'intérieur du logiciel qui peuvent automatiser ces choix? Je ne sais pas, c'est vraiment une question ouverte. Et le deuxième choix, c'est cette question de retenue, effectivement des œuvres. À court terme, effectivement, on peut très bien imaginer qu'une pièce soit rejouée dans une vingtaine d'années. On aura toujours des technologies finalement qui seront peut-être proches, mais à plus long terme, dans 200 ans, on n'a peut-être pas connaissance forcément de... je trouve que les supports sont assez fragiles finalement, et d'où un retour certaines fois dans la retranscription de données numériques, même à la bande magnétique ou au papier. Donc comment envisager cela, surtout aussi pour... c'était le mémorical, le deuxième, qui est complètement en ligne. Voilà, deux questions un peu ouvertes. Ok, je vais essayer de répondre de manière brève. Pour ce qui concerne la deuxième question et finalement la pérennité des logiciels eux-mêmes, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, je travaille en open source, ce qui fait partie justement des critères et des protocoles de préservation du numérique. Donc, je me les applique à moi-même. Ça me semble un peu normal. Memorical est développé en HTML5 et en JavaScript. Ce qui sont, a priori, deux langages pour le moment qui sont considérés comme étant documentés et qui correspondent à ces questions de respect des protocoles ouverts pour être dans des perspectives de conservation et de maintenance à long terme. Sachant que le long terme en numérique, c'est 4 ans, quoi. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas tellement aujourd'hui conserver une œuvre numérique au-delà de 4 à 5 années. Bon. Donc ça vaut aussi effectivement pour les interfaces qu'on utilise. Donc c'est effectivement un problème qui a tendance ensuite à se perpétuer, à continuer. Après, effectivement, on peut essayer de mettre en place un certain nombre de garde-fous, comme le choix de certains langages dans lesquels on écrit, et aussi sur la question de la diffusion, et donc d'être en open source. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Pour ce qui concerne la hiérarchisation des documents, alors, c'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup de travail à faire dans Recall. Alors, la première chose, c'est que l'on conserve l'arborescence originelle dans laquelle les documents ont été créés, qui est quelque chose qui a un sens. Donc ça, même si on peut avoir cette vue complètement éclatée qui fait que tous les documents sont mis à plat, on peut retrouver l'arborescence originelle. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, il est absolument essentiel d'arriver à conserver finalement un maximum de choses dans le cas des documents, des processus de création. Je dirais que c'est peut-être un petit peu à l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas conserver ces documents-là. Et cela me semble extrêmement problématique, à la fois pour être en mesure de faire de l'histoire de l'art aujourd'hui, en tout cas avec les œuvres qui sont créées aujourd'hui, et également pour être à même justement de choisir, de faire des choix de stratégie de conservation, de préservation, mais en ayant la possibilité d'avoir accès aux documents d'origine. Donc pour moi, plus qu'une question finalement que de hiérarchie des documents, c'est une question d'avoir accès aux documents sources, aux documents d'origine, même si ensuite on peut avoir des strates avec des modifications, avec des portages de ces documents, avec des mises à jour, etc. Donc l'idée de Recall, c'est pas forcément de créer des hiérarchisations entre les documents,
mais c'est d'essayer d'avoir accès aux documents sources, quel que soit le nombre d'années et le nombre de strates qui se soient superposées par rapport à ces documents sources. Et ensuite, effectivement, c'est d'essayer de définir quels sont les documents les plus importants, les documents peut-être les moins importants, les documents qui ont été les plus consultés, ceux qui ont été le plus mis à jour, ceux qui appartiennent à l'œuvre elle-même, ceux qui appartiennent au processus de création. Donc c'est plutôt d'essayer de définir des catégories de documents. Et donc ça, on a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Merci. Une autre question, après peut-être s'arrêter là, c'est dommage. Mais... moi j'ai une question et puis il y en aura une encore de Vincent. D'accord. Pour rebondir sur ce que disait Jean Dubois à propos de la documentation du public, est-ce que vous documentez le public, la réception des œuvres ou non ? Ça fait partie des documents qui peuvent être reliés ensuite dans Recall, c'est-à-dire que c'est en fait c'est le choix des artistes ou des conservateurs qui utilisent le logiciel de mettre tel ou tel type de document à l'intérieur. Mais l'idée initiale, c'était effectivement d'avoir à la fois les documents donc depuis les premières idées jusqu'à la réception du public. Voilà. Peut-être que c'est aussi quelque chose que toi tu cherches à faire, je sais pas. Documenter le public. Non. Je vais voir, moi. Je regarde le public, mais je documente pas. Non. Je suis voyeuse, mais pas conservatrice, probablement. D'accord. Non, simplement pour revenir sur la première question, après on n'a plus beaucoup de temps, mais on pourra en rediscuter après. Mais c'est, voilà, moi je me posais la question, pas forcément du fait de la traduction du langage à un autre, mais je me posais la question sur cette fragilité des supports. C'est une question presque politique finalement, qui détient ces supports et une fois cette détention faite, la question de l'effacement, c'est-à-dire que si on porte tout sur finalement même la toile, d'ici 150 ans, est-ce qu'on peut avoir le contrôle, voilà, est-ce qu'on peut récupérer ces données? Je ne sais pas, c'est une question par rapport à une partition écrite simplement, ou est-ce qu'il peut pas y avoir des solutions multiples où une pièce finalement est transférée sur différents supports pour cette pérennité dans l'avenir et pas dans les 5 ou 10 années à venir, mais dont effectivement on parlait d'Hamlet tout à l'heure, de Shakespeare pardon, mais le fait de porter une œuvre dans 200, 300 ou 400 ans. Alors je peux répondre par une boutade, la vraie solution c'est l'ADN. Ok. Vous voulez pas développer un tout petit peu? Oui, non, je peux développer un peu, ok. Donc en fait, on arrive maintenant aujourd'hui à coder des informations, notamment des textes, des images, dans de l'ADN, et ensuite à lire ces documents. Et ces poussières d'ADN ont un énorme avantage, c'est que on peut mettre toutes les informations du net dans l'équivalent d'une camionnette, et non pas dans toutes les fermes de serveurs qui font la taille d'une ville. Concrètement, aujourd'hui, c'est ça. Donc l'ADN, c'est d'une part cet avantage de d'être compact, et puis également effectivement de pouvoir se préserver sur le beaucoup plus long terme que les données numériques telles qu'elles sont aujourd'hui. Bon, le problème, c'est que par exemple, pour le moment, on ne sait pas, enfin en tout cas, j'ai pas été regarder là récemment les dernières recherches, mais on ne sait pas, par exemple, mettre sous forme d'ADN un lien hypertexte. Voilà. Donc on a encore 2 ou 3 problèmes à résoudre. Mais voilà, enfin, moi je n'ai pas l'impression d'avoir la réponse plus que un certain nombre de spécialistes qui par ailleurs sont aussi dans la salle sur la longévité de la conservation du numérique. Je crois que pour moi ce qui est important, c'est effectivement de considérer que les artistes sont les premiers conservateurs de ces œuvres-là. Et que si on doit mettre en place un certain nombre de protocoles et de mesures, il faut qu'on puisse faire en sorte que les artistes soient à même de préserver leurs œuvres. Donc vraiment le point de départ de Recall, c'était ça. C'était essayons
voilà, essayons de donner des outils qui peuvent aider les artistes, puisqu'en fait, les institutions ne conservent qu'un très très faible pourcentage des œuvres, et qu'y compris au sein des institutions, c'est problématique. Pour donner un autre exemple, à l'IRCAM, il y a à peu près 30% des compositions créées à l'IRCAM qui sont définitivement perdues. Voilà. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur des problèmes. C'est pas forcément grave. Non, moi je crois que vraiment, je crois que l'oubli est extrêmement important. Une des premières choses que les archivistes apprennent à faire, c'est pas à conserver, c'est à sélectionner et à jeter un maximum de documents. Donc voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de données que comment vous jetez les données, voilà, quelles sont celles que vous sélectionnez, etc. Donc c'est vrai que par défaut, on a tendance un peu à se dire, on essaye de tout garder. Et l'autre point quand même, c'est que ces œuvres numériques existent depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et qu'on est quand même en train de se rendre compte qu'on est sur le tout numérique aujourd'hui, et que là, on risque d'avoir un énorme problème pour faire l'histoire de notre culture aujourd'hui. Donc bien sûr qu'on ne peut pas tout garder, que c'est pas forcément intéressant de tout garder. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure de faire notre histoire par rapport au patrimoine culturel nativement numérique. Et c'est ça la question. C'est une très bonne question pour conclure cette matinée. Et nous nous retrouvons. Alors voilà, Norella, on aurait plein de questions à vous poser, mais on va peut-être essayer de le faire entre midi et 2.